Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! J'en viendrai pour toi, Bennett. On t'a sonné, toi? Pour moi, il y a déclaration de guerre. Mais c'est pas vrai de voir des machos pareils. On a frôlé la catastrophe, hein? Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. Bien joué, trou de balle. Merci, sœur. Salut à tous et à toutes et bienvenue à What the le format de retour à l'écran consacré aux bisseries et autres nanars des années 70, 80 et 90. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'affectionne particulièrement, pas vraiment un nanar à mes yeux, mais plutôt une astucieuse série B fauchée qui date de 1980, Without Warning, traduit avec génie en France par Terreur extraterrestre. Un film de SF réalisé par Greydon Clark dont l'idée centrale avec un alien chasseur n'est pas sans rappeler celle du Predator de John McTiernan qui sort 7 ans plus tard. Terreur extraterrestre. Ils nous ont l'un après l'autre. On n'aura pas le temps de chercher du secours. Il faut y aller, vous et moi, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Terreur extraterrestre. La terreur vous saisira. Danger. Rencontre d'un certain type à éviter. Terreur extraterrestre. Des petites créatures volantes et voraces provoquent des morts isolées dans une campagne de l'Amérique profonde. Alerté par un jeune couple ayant survécu à l'hécatombe, un petit groupe lutte désespérément contre un prédateur extraterrestre qui hante les forêts et chasse tous les humains qu'il rencontre. Bien, je commence où? Par le début, tiens. Dès la toute fin des années 60, l'américain Greydon Clark se spécialise dans le cinéma d'exploitation bis, limite Z parfois, et il a à peine 25 ans lorsqu'il scénarise Les Sadiques de Satan, un film de bikers pour Al Adamson, et c'est un touche-à-tout qui se retrouve rapidement à réaliser des bobines de genre très variées durant les années 70. Black Shampoo surfe sur le succès des films de Blaxploitation. Satan's Cheerleaders marche dans le sillage du Carrie de Brian De Palma, ou encore son film de bagnole High Riders qui roule sur les traces de Cours après moi shérif avec Burt Reynolds. Un film dont Max vous a déjà parlé dans un retour à l'écran express. Bref, des productions fauchées, sans prétention, mais sans grand intérêt non plus, il faut le dire. Il faut être aveugle pour pas voir ça. C'est une évidence. Je connais ça, moi. Début 79, Greydon Clark est dans l'attente d'un retour sur investissement pour son dernier film, Brigade des Anges, une comédie d'action très inspirée par la série Drôle de Dames, Charlie's Angels. Il est donc fauché comme les blés lorsque Mike McFarland, un ami producteur tout aussi fauché, lui remet le script d'un film de SF à petit budget. Un scénario en partie écrit par le jeune Daniel Grodnick qui sera par la suite coproducteur du film. C'est d'ailleurs une double fonction écriture-production que Grodnick occupera sur Le Monstre du Train de Roger Spottiswoode avec Jamie Lee Curtis qui se monte quasiment en même temps que Terreur extraterrestre. Et selon Daniel Grodnick, c'est la période qui veut ça. À cette époque, avec un scénario, un réalisateur et un producteur, il suffisait d'avoir un projet et vous étiez dans le cinéma. Vous n'aviez qu'à rassembler les pièces du puzzle et trouver l'argent, vous n'aviez aucune crainte. Dès la lecture du scénario, Greydon Clark sent tout de suite le potentiel du film, et il se lance directement dans la recherche de financement. Il rencontre le patron de la société pétrolière Petro Lewis Corporate pour tenter d'obtenir les $150 000 nécessaires à la fabrication du film. En gage de bonne foi, Greydon Clark explique qu'il ne prendrait rien en tant que producteur et réalisateur. Si le film rapporte de l'argent, le patron de la société pétrolière sera remboursé et les bénéfices se partageront à 50-50. 50% pour la société et 50% pour Greydon Clark. Au pire, Greydon Clark travaille pour rien. Pour finir de convaincre son interlocuteur, Clark signale que le film d'extraterrestre a le vent en poupe car Alien de Ridley Scott cartonne en ce moment même au cinéma. Alien! Alien! Séduit par le projet et surtout les conditions rassurantes, le patron de la société pétrolière accepte d'injecter l'argent nécessaire à la réalisation. Mais $150 000 pour faire ce film-là, c'est pas forcément un jackpot. Chaque dollar compte. Donc à la fin de l'été 1979, Greydon Clark retravaille le scénario. Il simplifie tous les lieux et les actions pour les faire rentrer dans le budget rikiki du film et les 3 petites semaines de tournage prévues. Il réduit donc le nombre de personnages et d'intérieurs et vise le maximum d'extérieurs pour ne rien avoir à construire ou payer. Je ne suis pas fou, moi.
N'oublie pas. Mais Clark va aussi un peu plus loin. Fortement inspiré par le personnage de Ripley dans Alien, il fait en sorte que ce ne soit pas Greg, le jeune homme, qui réussit à vaincre l'alien comme ce qui était prévu dans le scénario, mais au contraire, Sandy, la frêle jeune fille. Graydon Clark estime aussi que les armes de l'alien pour chasser, un arc et des flèches, ça fait pas science-fiction. Je n'aimais pas l'idée de l'extraterrestre qui se sert d'un arc et de flèches. Ça me paraissait, je sais pas, trop ancré dans notre propre monde terrien. Alors je me suis dit, et s'il avait quelque chose d'unique pour chasser ? Et c'est là que j'ai eu l'idée de ces frisbees volants avec des dents et des tentacules qui tueraient des gens. Et l'alien les projetterait comme des frisbees. Je me suis dit que les chasseurs utilisent des chiens pour traquer et puis rapporter les animaux. Donc je me suis dit, et si cet extraterrestre avait une créature vivante qu'il enverrait sur ses proies ? Et c'est devenu la signature du film. Clark développe également le personnage de Taylor, un vieux chasseur réécrit spécifiquement pour Jack Palance, avec qui il vient de tourner Brigade des Anges. Jack Palance a une carrière longue comme le bras. Vous le connaissez forcément. Né en 1919, Jack Palance est un acteur américain d'origine ukrainienne. Il a aussi une pure gueule de cinéma. Des traits émaciés et anguleux abîmés sur le champ de bataille de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a souvent croisé dans les rôles de méchants, dans pas mal de westerns et aussi d'autres films de gangsters depuis les années 50. Il traîne ses guêtres dans Le Grand Couteau de Robert Aldrich, Le Mépris de Jean-Luc Godard, Les Collines de la Terreur de Michael Winner et terminera sa carrière dans des films comme Le Premier Batman de Tim Burton, Tango et Cash avec Stallone et Kurt Russell et reçoit même l'Oscar du meilleur second rôle masculin dans La Vie, l'amour, les vaches aux côtés de Billy Crystal. Graydon Clark obtient l'accord de Jack Palance avec un forfait de $40 000 pour une semaine de travail. Pour le rôle du vétéran du Vietnam inquiétant et paranoïaque, Graydon Clark pense à Martin Landau. Martin Landau, vous le connaissez. Né en 1928, Martin Landau est un acteur américain que l'on a vu dans La Mort aux trousses d'Alfred Hitchcock ou encore Appelez-moi Monsieur Tibbs aux côtés de Sidney Poitier. Et comme Jack Palance, il recevra lui aussi un Oscar du meilleur second rôle masculin pour son interprétation d'un Bela Lugosi vieillissant dans l'attachant Ed Wood de Tim Burton. À la télé, Martin Landau, c'est le maître de déguisement de la série Mission Impossible et le commandant de l'équipage de la série SF Cosmos 1999. Une série qui vient d'ailleurs de s'achever au moment où Clark le sollicite. Graydon Clark propose à Martin Landau un forfait de $25 000. Mais le comédien rechigne un peu car c'est 2 fois moins que son salaire habituel. Cela dit, face au talent de persuasion de Graydon Clark, Landau finit par accepter. Les maigres cachets de Jack Palance et de Martin Landau engouffrent quasiment la moitié du budget. Mais pour le réalisateur, c'est un bon placement pour mieux vendre le film ensuite. Pour compléter le casting, Clark dégote quelques anciennes stars. Tout d'abord, Ralph Meeker, la star du film noir En 4e vitesse de Robert Aldrich et des Sentiers de la Gloire de Kubrick. Tu prends pas de risque avec lui, alors ça je peux te le garantir. Merci pour le conseil. Au casting, on a aussi Neville Brown qu'on a croisé dans Stalag 17 de Billy Wilder, Tora 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 de Richard Fleischer, Kinji Fukasaku et Toshio Masuda. Et les fans de films d'horreur l'ont croisé en gérant de l'hôtel Starlight dans Le Poisseux, le crocodile de la mort réalisé par Tobe Hooper en 1977. Et enfin, Cameron Mitchell, un acteur avec une filmo riche de plus de 200 rôles qu'on a surtout aperçu dans des séries télé comme Bonanza, Mission Impossible, L'île fantastique et Drôle de dame. Dans Terreur extraterrestre, Cameron Mitchell joue un chasseur qui se fait dessouder avec son fils dans l'intro du film. Tu comprendras jamais qu'être un homme, c'est pas forcément avoir un fusil à la main, ça peut être aussi autre chose. Ah, je l'ai manqué, cette vache-là. T'as eu la trouille. Et le casting est complété par des jeunes acteurs. Christopher S. Nelson, le fils du comédien Ed Nelson, qui s'est fait un beau petit CV sur des séries, et un certain David Caruso, un débutant qui deviendra bien des années plus tard une star dans la série télé Les Experts. C'est pas une plaisanterie, hein, c'est très sérieux. Tu crois ça? Je t'assure, tu verras. Mais à la veille du tournage, le rôle principal de Sandy, la jeune femme qui vaincra l'alien, est toujours vacant. Et en fin d'après-midi... Il y a du monde?
La comédienne débutante Tara Nutter se présente au bureau de la production et elle est retenue. Oui, enfin, l'histoire ne dit pas si elle était la meilleure comédienne ou la seule à se présenter. En tout cas, le soir même, c'est le branle-bas de combat. Les costumes sont préparés à la hâte et le tournage démarre le lendemain matin. Graydon Clark fédère aussi quelques techniciens à qui il a déjà donné leur chance. Le plus mémorable d'entre eux, c'est le chef opérateur Dean Cundey, qui avait signé l'image de ses films Black Shampoo, Satan Cheerleaders, High Riders et 7 filles en or. Graydon Clark propose Terreur extraterrestre au chef opérateur Dean Cundey avec une certaine appréhension. C'est-à-dire que depuis qu'il a tourné Halloween de Carpenter, qui a eu un succès colossal pour un petit budget, Cundey peut prétendre à gravir les échelons. Mon dilemme à l'époque, c'était qu'Halloween avait bien marché, et on m'avait déconseillé de refaire un autre film d'horreur à petit budget, maintenant que je pouvais viser de plus gros films. Mais Graydon m'a donné ma chance. La possibilité de travailler sur ces 4 autres films et d'apprendre comment on les faisait. Et ben, tout ça, je lui en suis très reconnaissant. Et donc j'ai décidé d'ignorer tous ces conseils qu'on me donnait pour aller m'amuser avec Graydon et de tourner une autre série B d'horreur. Et ce fut une super expérience. Graydon Clark est vraiment touché par le geste de Dean Cundey et le tournage débute à l'automne. La comédienne Tara Nutter se souvient de l'ambiance de ses premiers jours. Pour mon premier jour, il venait juste de construire la cabane, avec les trophées de l'alien à l'intérieur. Ce n'était pas grand, hein, c'était un tout petit espace. Il fallait y caser l'équipe et j'imagine les trophées. Je ne sais pas si on les avait à ce moment-là, je ne sais plus. Mais Graydon m'a prise à part et m'a demandé si je savais hurler. Je dis oui, je peux hurler, oui. Alors, quand tu seras dans la cabane, tu regardes de chaque côté et tu cries. Je lui ai dit que je pouvais y arriver, oui. Donc, on rentre dans la cabane, on tourne et je hurle. J'y ai mis tant de force que les murs se sont écroulés. Et on s'est retrouvés au milieu du champ. Il a fallu reconstruire la cabane avec des murs plus solides. Les plans s'enchaînent bien, mais une petite confusion commence à grandir sur le plateau. En fait, le jeune producteur Paul Kimeshen parle aux comédiens et leur donne des indications contradictoires avec celles de Graydon Clark qui troublent forcément les comédiens. Clark est obligé de mettre les choses au clair avec Kimeshen. Non, tais-toi, ne discute pas. C'est moi qui commande ici. Toi, tu obéis. Quand je commande, on exécute. Avec ce budget tout rikiki, tout doit être préparé et pas de temps à perdre. Le tournage est tout de même très exigeant. Les journées se prolongent souvent au-delà des 8 heures contractuelles et un jour, l'équipe travaille même 20 heures non-stop. Mais c'est pas grave, tout le monde se donne à fond. Le jeune Christopher Nelson est même stimulé par l'énergie créatrice sur le plateau. Ils essayaient constamment de faire le maximum sans argent. C'était ça leur défi. Un défi instauré par Corman et ses équipes. Vous avez $2 ? Qu'est-ce que vous pouvez faire de génial avec ? Et ils étaient toujours ouverts à toutes les idées, tout ce qui pouvait améliorer les prises. C'était excitant d'être sur le plateau. Il y avait une telle énergie créatrice. Jack Palance vient d'avoir 60 ans et Martin Landau a alors 51 ans. Pour autant, ils sont en très grande forme. Heureusement d'ailleurs, parce qu'aucun comédien n'a de doublure, y compris pour un combat à deux entre Palance et Landau. Mais même si c'est un petit film, ils le font avec sérieux, de manière pro, et restent très coopératifs. Je me souviens surtout de l'amitié qui régnait sur le tournage. Ils avaient tous eu une grande carrière. Ils nous ont tous merveilleusement accueillis.
Il ne se sentait pas du tout supérieur, et ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ne se comportaient pas autrement que s'ils travaillaient pour Kubrick. Ils faisaient leur boulot, et c'était une belle leçon. Mais avec la fatigue, d'autres personnes se montrent plus facilement irascibles. La comédienne Tara Nutter estime que Graydon Clark lui manque souvent de respect. Il faut dire que certains jours, le réveil à 3h30 dans un froid de canard, c'est pas forcément le top du confort, c'est vrai. Je commence à avoir froid, pas toi ? La comédienne tombe de fatigue et elle cherche donc à abréger ses journées. Une nuit, elle se blesse à la cheville. Depuis quelque temps, il y a des accidents partout. Elle part à l'hôpital, bim, une foulure qui l'empêche de marcher pendant une semaine. Privé de l'héroïne du film, Graydon Clark doit malheureusement interrompre le tournage pour quelques jours. On va devenir cinglé à force. L'antagoniste du film, c'est cet immense alien au crâne hypertrophié. C'est le grand maquilleur Rick Baker qui en fait le design et le dessin préparatoire pour $1,250 dans son garage. Mais il abandonne ensuite le projet pour laisser son jeune protégé Greg Cannom prendre sa place pour la confection. Greg Cannom, vous connaissez forcément son travail. Il a œuvré sur le Dracula de Coppola, sur The Mask, sur Madame Doubtfire et plein d'autres films, et il va créer le masque et l'appliquer. C'est le comédien Kevin Peter Hall, un noir américain de 2,20 m qui endosse le rôle de l'alien. C'est son deuxième film après Prophétie de John Frankenheimer où il interprétait déjà une créature. Et sur Terreur extraterrestre, il porte un masque au bulbe crânien hypertrophié et doit jouer avec une inquiétante immobilité. Et au dernier moment, Clark évite la tenue métallique, très SF du scénario, et choisit plutôt des vêtements du type camouflage plus adaptés à la situation. Et pour donner un look étrange comme un costume fait en cordage, la jeune costumière Eloise Jensen fonce chercher une solution au magasin du coin. Et elle revient quelque temps après avec un hamac. Un hamac qu'elle découpe ça et là et qu'elle place au-dessus du costume déjà en place pour un résultat du plus bel effet. Encore une solution astucieuse et créative trouvée pour quelques dollars. Mais Graydon Clark résiste à l'envie de montrer son alien à tout bout de champ. Au contraire, le réalisateur garde en tête la judicieuse utilisation du hors-champ dans Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Steven Spielberg avait dit à propos du monstre dans Les Dents de la Mer qu'il avait fait son maximum pour ne le montrer qu'à la toute fin. Parce qu'il voulait que le spectateur se serve de son imagination pour s'imaginer le monstre. Eh bien, j'ai suivi cette idée pour l'alien de mon film. J'ai mis de très brefs plans de son ombre, de ses mains, ou encore des plans très courts avec des lumières qui se balancent d'avant en arrière. On ne le voit que partiellement pendant très longtemps. Et tout ça jusqu'à la fin, où finalement on le découvre dans les bois, avec le brouillard tout autour. Et je pense que c'était une bonne méthode. Le maquilleur Greg Cannom améliore ensuite les frisbees organiques. Il rajoute des dents, des poils, des petites tentacules plus souples. Il crée également des visages en latex pour pouvoir faire en sorte que ces tentacules pénètrent dans la chair de ses victimes. Je faisais des moules de leurs visages et ils étaient tellement mauvais, on n'avait pas le temps. Je me servais de ces moules pour les moments de gros plans, comme lorsque cette chose s'agrippe au visage. En fait, ce ne sont que des moulages fabriqués avec du plâtre et mélangés avec de l'argile et un peu de sang. C'était juste dingue. Mais on n'avait pratiquement pas d'argent pour tout ça. Le chef opérateur Dean Cundey est également mis au défi de filmer ces petits frisbees mortels lancés par la créature et qu'on doit voir en plan large, en gros plan et qui doivent surtout se déplacer en tournant. L'astuce, c'est de les faire tenir avec du fil de pêche en haut et en bas. Et après pas mal de recherches, il trouve le bon fil de pêche fin et translucide. Pour les séquences de nuit, Greg Cannom et Dean Cundey ajoutent une matière réfléchissante sur les côtés des frisbees pour les voir dans la nuit. Quand Graydon Clark découvre ça sur le plateau, il est aux anges. Avec son expérience, Dean Cundey sait que le budget ne lui permet pas d'éclairer les plans larges en forêt. Il lui faudrait trop de projecteurs et de générateurs. Il choisit alors d'envoyer pas mal de fumée dans les arrière-plans et de les rétroéclairer, ce qui donne du relief à l'image sans avoir besoin de tout éclairer dans la nuit. Et ça soigne le look général et crée une belle ambiance. Grâce à Dean Cundey, le tournage est bouclé dans les temps. Je savais que ça arriverait. J'en étais sûr. Les ventes télé du film à HBO et CBS couvrent largement l'investissement. Mais malheureusement, aucun studio ne les suit pour le cinéma et la vidéo, même si la Warner est vaguement intéressée. Aucune chance. Aucune aide. Aucun secours. Il
faut donc traiter avec un distributeur indépendant. C'est là qu'entre en scène l'AIP, l'American International Pictures, qui est une société spécialisée dans le genre depuis les années 50, que ce soit en production ou en distribution. Ils ne mettent aucune garantie minimum, mais assurent un fort pourcentage sur les recettes. Malheureusement, il y a un loup, mon loulou. Une semaine seulement après l'accord, AIP est racheté par Filmways et la politique générale est fortement modifiée. Malheur, terreur extraterrestre risque de ne jamais sortir en salle. Mais heureusement, une clause du contrat stipule une sortie dans une dizaine de grandes villes. Le film sort le 26 septembre 1980 et marche d'ailleurs plutôt pas trop mal. Il a même de bonnes critiques, les meilleures que Greydon Clark n'ait jamais eues, et ça donne du souffle justement aux ventes internationales déjà correctes. Mais ce n'est pas le jackpot. Il y a encore un loup, mon loulou. L'argent traîne à tomber. Normal, car l'un des boss de l'entreprise, Skip Skeloff, qualifié d'escroc par Greydon Clark, détourne les fonds à son profit, notamment les $250 000 de HBO et les ventes à l'étranger. Si on suppose que tout ça est vrai, sergent, alors pourquoi la police, ou la CIA, ou le FBI, ou ta fameuse armée ne serait pas déjà là? Bah ça, je ne sais pas. Mais au bout d'un an, Clark l'attaque devant les tribunaux. Peine perdue. Au bout de 2 ans et demi, Greydon ne touche aucun centime sur le film. Filmways, qui doit fermer à son tour, a revendu les droits à un inconnu. Et pourtant, le film est exploité, diffusé pendant des années. Ces créatures-là sont inhumaines, Joe. Greydon Clark se console en se disant que le succès et la réputation du film lui permettent de faire d'autres films ensuite. Le film de SF The Return, le film d'horreur Uninvited, le thriller Massacre dans l'ascenseur. Pas mal de nanars en fait, hein. Mais Greydon Clark est content. Au moment de la sortie du Predator de John McTiernan en 1987, dans la presse, plusieurs personnes font le rapprochement entre les deux films. Mais pour Clark, c'est une pure coïncidence. Ouais, c'est ce qu'ils essayent de vous faire croire. Mais moi, je sais. Et pour l'anecdote, c'est le même comédien, Kevin Peter Hall, qui joue les deux créatures, l'alien de terreur extraterrestre et le Predator. Enfin, il s'agit de la dernière collaboration avec Dean Cundey, puisque le chef opérateur ensuite alignera la photo de petits films totalement inconnus comme New York 97, The Thing, À la poursuite du diamant vert, la trilogie Retour vers le futur, Jack Burton, Roger Rabbit, Jurassic Park, Apollo 13, excusez du peu. De tous les films que j'ai tournés avec Greydon, et de ceux que j'ai tournés à cette époque, tous les autres petits films à petit budget, Terreur extraterrestre est un de mes meilleurs souvenirs. Il est très bien fait pour un film à si petit budget. Et quand je le regarde, je vois tout ce que j'ai appris dans mes films précédents et comment je m'en suis servi dans Terreur extraterrestre. Cela fait pas mal d'années que Greydon Clark parle d'un remake. Ça serait classe en effet. Je détiens les droits du remake. J'ai plusieurs fois essayé de lancer le projet, mais les financeurs ont beau dire oui, il ne se passe jamais rien. C'est très frustrant, et je me demande pourquoi ils ne le font pas, car il y a plein de gens qui seraient vraiment intéressés par ce remake. Le film est sorti en France le 26 novembre 1980 au cinéma, une semaine après le slasher Le Bal de l'horreur avec Jamie Lee Curtis, et une semaine avant le Superman 2 de Richard Lester et Richard Donner, pour le replacer dans son contexte. Alors pourquoi je vous parle de ce film? C'est pour moi un film qui a un pied dans la série B des années 50 et un autre dans le film d'horreur de la fin des années 70. Il y a vraiment un alliage entre les deux que je trouve vraiment rafraîchissant. Et alors comment j'ai découvert son existence? C'était un dimanche matin devant une émission de France 2, qu'on appelait Antenne 2 à l'époque, qui s'appelait Entrer les artistes. C'était une émission animée par Jacques Martin, et on était donc en novembre 80, et ils ont dans l'émission présenté un extrait du film, et c'était la séquence où les deux jeunes, Greg et Sandy, sont enfermés dans un camion qui refuse de démarrer. Il y a un des frisbees organiques qui est projeté et qui se colle contre le pare-brise, ce qui nous laisse bien voir ses tentacules et ses dents qui font comme ça, qui vont d'avant en arrière comme ça. Alors l'éclairage, la tension de la séquence, la petite créature horrible, tout ça a marqué mon imagination de gamin au fer rouge quoi. Et par la suite, le film sort en VHS chez Hollywood Video, un éditeur mythique qui a aussi sorti d'autres séries B d'horreur que j'affectionne comme Le Couloir de la Mort, Les Doigts du Diable, La Dernière Maison sur la Gauche ou encore le premier Evil Dead. Et
je découvre le film en VF, dans une copie bien baveuse, et même tronquée, car il y a plusieurs séquences qui manquent, pour des raisons mystérieuses, puisque bon, quand je les découvre par la suite, je vois qu'elles n'ont rien de spécial. En tout cas, moi, je suis vraiment emballé par le film, que je revois plusieurs fois, en VHS, y compris sur Canal par la suite. Et puis depuis, il m'accompagne régulièrement, parce que je le revois tous les 4-5 ans, on va dire, et toujours avec plaisir. Alors je sais, il a plein de défauts, et le voir en HD, c'est cruel, parce qu'on voit bien les fils de pêche qui maintiennent les frisbees, les limites de certains maquillages, quoique les maquillages sont plutôt réussis dans l'ensemble, Et je comprends aussi pourquoi certains le rangent dans la rubrique Nadar, surtout quand on le regarde avec cette VF, mais je trouve que le film, son concept, sa facture visuelle tient vraiment le coup, quoi. Jack Palance est incroyable dedans. Il a un rôle comme ça de chasseur un peu étrange, on sait pas trop s'il est gentil, s'il est méchant, il est un petit peu bizarre, il a une fascination un peu morbide pour ces petites bestioles là, mais il rend son personnage assez iconique. Et puis de l'autre côté, on a un Martin Landau qui est totalement habité par son personnage de vétéran du Vietnam, paranoïaque, qui a l'impression que les extraterrestres sont déjà parmi nous. Alors ok, il en fait des caisses, mais il amène vraiment quelque chose à son personnage qui est quand même assez inoubliable finalement dans ce film, quoi. Je trouve que les frisbees qui sont luisants dans la nuit, qui se collent sur leurs victimes, qui plantent leurs tentacules et qui les grignotent comme ça de l'intérieur avec des petits geysers de sang, on va dire, c'est une idée vraiment formidable. Voilà, pour moi c'est une Madeleine de Proust. C'est pas une pépite du cinéma, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, loin de là, mais j'ai une affection pour ce film que j'espère vous communiquer peut-être pour essayer de le découvrir. Ah oui. Et d'ailleurs, ce format What the f*** nous permet de revenir sur ce genre de film, car même s'ils sont pas forcément les plus respectables, ceux qu'on cite dans les livres, tout ça, ils ont leur importance. C'est ça aussi le cinéma. Et certaines idées s'impriment dans l'esprit de ceux qui les ont vus à vie. On ne grandit pas qu'en voyant des Citizen Kane et des 2001. Ces films sont évidemment des chefs-d'œuvre, mais même les petits films ont leur importance dans le cœur des cinéphiles, des cinéphages, quoi. Vous croyez peut-être qu'on est seul dans l'univers, que ces milliards d'étoiles sont désertes. Ne croyez pas ça. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes plus seuls. Terreur extraterrestre est enfin sorti en HD et DVD en France, dans un très beau booklet Sidonis Calista. Très belle copie pour le film, version complète, avec plein d'interviews des membres de l'équipe, sauf Graydon Clark, bizarrement, et un livret très complet écrit par l'excellent critique Marc Toulek. Retrouvez tous nos anciens épisodes sur notre site retouralécran.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts préférées. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles et des likes pour faciliter notre référencement, ça serait super cool. Et vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. C'était Mick pour Retour à l'écran express What the f***. À bientôt pour un nouvel épisode. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.